On revient donc à qu'est-ce que c'est que de devenir anthropologue. Je pense qu'après avoir parlé de mon enfance, ma jeunesse, ma formation dans une période hyper marxiste, qu'on peut comprendre pourquoi je me posais la question de comment les sociétés égalitaires reproduisent-elles leur égalitarisme entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, femmes et femmes. Et la question était intéressante parce que jusqu'ici, personne ne se l'était demandé. Et à tort, parce qu'on a bien vu que finalement, les sociétés dites socialistes ou communistes, comme la Russie ou l'Union soviétique à l'époque, avaient laissé des inégalités se développer assez considérables. Je crois qu'on a analysé une fois le revenu de Brejnev, un des derniers secrétaires généraux de l'Union soviétique, comme 600 fois supérieur à celui d'un ouvrier moyen. Ce n'est pas des petites différences. Et je crois que c'était plus que la différence qu'il y a entre les revenus de M. Bronfman et un travailleur québécois moyen, qui est énorme, mais qui n'était pas 600 fois. Donc, j'étais assez content du sujet que je m'étais posé, de la question que je m'étais posée, et je me faisais fort d'y apporter une réponse. Et vous allez voir encore une fois combien le terrain est important. Si j'avais pris des livres, jamais ce que j'ai découvert finalement, j'aurais jamais pensé. J'ai même jamais pensé moi-même. En mars, ça doit être 1973, un des Indiens avec qui j'avais le plus de contact, George Billy, me propose de me rendre avec ma compagne et son fils, plus sa femme et 2 ou 3 de leurs enfants, 3 je pense, de partir en camion à environ 150 km de là pour aller chasser le caribou dans la zone des Indiens Cassini, qui appartiennent de langue athapascan, eux aussi, mais vraiment une langue différente du Tucson. Si on ne comprend pas le Tucson, un Casca ne va pas pouvoir parler à un Tucson. C'est vraiment très très différent, comme disons l'anglais et le français. Et quand on arrive là-bas, en hiver, quand il y a de la neige encore en tout cas, comme en mars, il faut retirer la neige avant d'installer une tente, mettre un tas de branchages d'épinettes, les aiguilles vers le bas, et faire quelque chose de à peu près, ça d'épais, 30-40 cm d'épais, un matelas de branches d'épinettes, pointe tournée vers le bas, pour s'isoler du sol, parce que le sol est encore gelé. Mars, il peut faire encore moins 20 la nuit, hein, facilement. Moins 20, moins 30 même. Et donc, j'ai vu, avant d'arriver au camp des Indiens Cassini, j'ai vu un coin qui aurait été peut-être possible pour installer une tente tout de suite. En tout cas, moi, je voulais voir les Indiens Cassini, je ne les avais jamais rencontrés. Mais vous imaginez pas des gens habillés avec des plumes dans la forêt. Ils sont habillés en jean, avec des vestes de jean, ou même pas de doudoune, parce qu'ils sont moins frileux que nous. Et donc, on arrive là-bas, il y a des camions, des camionnettes, des pick-up, des voitures, et ils sont tous là en groupe pour chasser le caribou. Puis je trouve ça très intéressant, et je dis à mes compagnons Tucson, George Billy, sa femme, Eva, je leur dis, ben on s'installe ici, regardez, la neige est toute nettoyée. Non, 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 non. Non, non, je pense pas, me dit Eva Billy.
Je lui dis, mais voyons, c'est tellement moins de travail, le camp est tout près. Non, 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 non. Tu as vu, tu te souviens, on a vu un endroit avant, peut-être 5 kilomètres avant, 5000 avant, où il y a de la neige qui a été dégagée et tout ça. On va mettre notre tente là. Et bon, je dis, ok, on repart, on conduit 5 kilomètres en arrière, et on s'installe là. Mais il y a tout le boulot à faire. Il faut dégager un peu plus la neige, que ce soit comme il faut, couper les branchages, etc. Ça prend 2 heures au moins à faire tout ça. Et finalement, on installe les tentes, on fait un feu, et on prépare à manger, on se couche tôt parce qu'il n'y a pas de lumière. Et alors qu'on est allongés dans la tente tous, ma compagne, son fils, moi et eux, je parle avec Eva. Puis je lui dis, mais pourquoi tu voulais pas rester là-bas? C'était bien, non? On ne les connaît pas, puis on serait bien amusé. Non, non, non. Tu sais pas, parce que je devrais pas dire ça d'ailleurs. Mais moi aussi, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire. Mais tu sais, dans le temps, ce groupe d'Indiens-là, ils auraient pu nous tuer et prendre nos enfants comme esclaves. Et je veux pas que ça arrive. Il y a toujours un danger, on ne sait jamais. Et là, quoi? Il y avait de l'esclavage dans la région. Et je pense, on chasse un peu le caribou, on repart peut-être un jour ou deux. J'avais des livres d'ethnographie sur toute la région, dans ma cabane en bois. Et je trouve les mots dans la langue Tlingit. Ça, les Tlingit, on sait, sur la côte du Pacifique, c'était des chefferies, ils avaient des esclaves. Mais les mots qu'elle employait en Tutchone pour esclaves, Yandie, et après elle m'a dit, oui, il y avait des esclaves, des pauvres et des riches. Je dis, mais comment tu les appelles en Tutchone? Et Yandie, mon esclave, Tchekadie, les pauvres, Danoji, les riches. Mais littéralement, ça veut dire les hommes gros, comme Big Man en Mélanésie un peu. Et là, on commence à me décrire un système social qui n'était pas du tout égalitaire chez des chasseurs-cueilleurs qui ont une des densités de population les plus basses du monde, dans un environnement extrêmement pauvre, rien à voir avec les richesses de la côte nord-ouest de l'Amérique. Et là, je me retrouve avec une question stupide pour ce terrain-là. Comment reproduisent-ils les inégalités sociales? Comment évitent-ils le développement des inégalités sociales? Quel mécanisme sert à cela? Et la question est devenue, assez rapidement, j'ai changé la question de ma thèse, qui est devenue comment des chasseurs-cueilleurs, probablement parmi les plus pauvres du monde, ont-ils fait pour devenir inégalitaires? Comment ces chasseurs-cueilleurs maintiennent-ils les inégalités? Alors, les inégalités étaient quand même assez frappantes. Dans une société cynégétique comme la leur, où on n'a que la chasse, la pêche et la collecte de quelques racines et baies, c'est très peu. En gros, il faut dire la pêche, 45-50% de la production, la chasse de l'orignal principalement 40%, et 5% pour les baies et les racines, pas plus. Ce qui en dit long d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une diète équilibrée, parce qu'ils avaient une diète très équilibrée. Mais pour eux, quoi. On compense pour les vitamines d'une autre façon. Et le genre d'inégalité qui existait était celle-ci. Dans cet environnement-là, la ressource qui est stratégiquement la plus importante, c'est le corrigan, le poisson blanc, whitefish en anglais, mais le corrigan en français, qui, lui, peut s'attraper tous les jours en hiver sous la glace. Et il y a les lieux où on peut l'attraper avec des filets sous la glace sont extrêmement rares. Il faut qu'un lac à corrigan est généralement assez grand.
S'il est tout rond comme ça, il s'enfonce comme ça. En hiver, le Corrigan se tient au fond et se promène, il migre dans le lac, mais plutôt vers le fond. Donc, il n'y a aucun filet du genre amérindien qui est capable de l'arrêter et de l'attraper. Pour que un lieu qui se prête à l'attraper, c'est que quand il y a un grand lac, et là je vais le dessiner face à la caméra, il y a une grande partie comme ça, il y a un rétrécissement et il y a une autre grande partie. Le poisson tourne, alors vu comme ça maintenant, ça veut dire qu'il y a une poche là, on remonte et on redescend. Le Corrigan est obligé de passer par la partie étroite qui joint les deux lacs. Ça le force à remonter puisque le terrain est plus haut. Et là, on peut tendre un filet qui va attraper le poisson. Ces lieux-là, il y en a très très peu. Et ils ne sont pas suffisants pour nourrir toute une bande. Ils peuvent nourrir, disons, 25-30 personnes. Donc, dans une bande de 50 ou 60, 70 personnes, il y en a près de la moitié qui n'ont pas accès à ces ressources stratégiques, à ces lieux stratégiques. Et ceux-là, d'après un journal de la Hudson Bay que j'ai retrouvé à Ottawa, mouraient de faim, en tout cas subissaient la famine pratiquement tous les hivers. L'autre différence qui existait de richesse, c'est que donc, ceux qui étaient pauvres s'appelaient tchécadiers. Les esclaves faisaient du travail domestique comme ramasser le bois, chercher l'eau, faire fondre la glace en hiver pour faire de l'eau, réparer les mocassins, domestiques non payés, nourris mais non payés. Et c'était peut-être 10% de la population. Apparemment, ils n'avaient pas le droit de se marier non plus, ce qui est intéressant parce que ça voulait dire qu'il n'y avait pas de reproduction de lignées d'esclaves. Et là, j'essaie d'indiquer un peu. Alors, dans le vêtement, il y avait même un peu de gaspillage écologique. Les robes, pas les robes, les couvertures que prenaient les riches pour montrer leur richesse étaient faites de peau de bébé castor. Le castor est avant tout pour eux de la nourriture, pour les Tutshan. Donc ça voulait dire qu'en tuant des petits, on se privait de beaucoup de viande. Mais il n'empêchait que les riches le faisaient et que certainement des pauvres les tuaient aussi pour les donner aux riches, les échanger contre quelque chose. Donnaient des peaux de castor. Il y avait ça, il y avait des bijoux en cuivre natif qui s'acquéraient auprès des Nabesna, tout à fait en amont aux sources de la rivière White, et qu'il fallait échanger contre des fourrures. Donc, dans le comportement aussi, il y a une description que moi je n'ai pas eue, mais que Kitty McClellan a eue, où un chef d'un oji, comme ça, passe devant un groupe qui est en train de rire comme des... Ils s'amusent de gens ordinaires, parmi les Tutshan, et lui, il vient de perdre quelqu'un de sa famille, et il revient avec d'autres Dan-Noji, et il tue le groupe, soi-disant parce qu'il se moquait d'eux et de la parenté qu'il avait perdue. Donc, droit de vie et de mort sur les tchécadiers, les pauvres, et a fortiori sur les esclaves. Alors, la question est devenue, je ne vais pas dire que je l'ai trouvée tout de suite, ça m'a pris très longtemps à arriver à une solution de comment ils faisaient. La question c'était, comment les Dan-Noji parviennent-ils à s'imposer par la force? Parce que c'est essentiellement le moyen qu'ils utilisaient pour maintenir les autres dans leur servitude ou dans leur pauvreté, en leur barrant l'accès aux
au goulet d'étranglement des lacs, où il y avait du poisson à attraper, qui étaient peu nombreux, ces lieux-là. Et c'était par la pure force. Et je me suis dit, mais dans le fond, au point de vue armement, tout le monde est égal, pauvre, même esclave à la limite, c'est pareil. Les armes qui existent sont des flèches, des arcs, des lances, puis pas grand-chose d'autre. Tout le monde est capable de les fabriquer, il n'y a aucun monopole sur les armes. La technologie est très simple. Il n'y a pas de barrage là que puissent faire les Dannoji. Et pourtant, on s'aperçoit que c'est eux qui ont la force. Et un peu, d'ailleurs, je dirais, comme dans le cas des Nunamiut, et ma formation marxiste ici était importante, c'est que tant qu'il y a les instruments de production ou de guerre ne sont pas très compliqués, ce qui fait évoluer l'humanité, c'est pas tant l'apparition de nouveaux instruments de travail ou de guerre, c'est les capacités de coopération des êtres humains entre eux. Arriver à mettre un bataillon en marche qui obéit au doigt et à l'œil à un chef est bien plus efficace que de passer, disons, de l'arc au mousquet. Le mousquet a des avantages, il tue à 70 mètres environ. Un arc, il faut être à 30 mètres. Et un arc traditionnel, je parle. Hein. Et c'est l'organisation qui fait la différence. Donc là, j'ai commencé à réfléchir, mais comment ils obtiennent une meilleure organisation de groupe avec un esprit de corps qui obéit et qui donc agit beaucoup plus efficacement que n'importe lequel des groupes de tchécadiers, de pauvres ou d'esclaves. Et c'est là où j'ai mis en lien le système de parenté. Alors, Lévi-Strauss avait montré déjà dans les structures élémentaires de la parenté que le système de parenté et de mariage des Tutshones, il n'a pas dit à propos des Tutshones, il n'y avait pas de document à ce moment-là, mais de groupes semblables, crée un groupe bipolaire où le beau-père est en même temps l'oncle maternel ou l'oncle paternel selon le système, et on va prendre le système patrilinéaire. Le beau-père est en même temps l'oncle maternel et le gendre, quand ses enfants se marient, devient beau-père des enfants de sa sœur, dans ces systèmes-là. Je sais que c'est compliqué à suivre, et pourquoi? Je répète, le mariage préféré, c'était de se marier avec un cousin croisé, donc issu d'un frère et d'une sœur, et non pas d'un frère et d'un frère, ou d'une sœur et d'une sœur. Quand cette règle est respectée, les hommes ont pour gendre sous leur coupe des jeunes gens qui sont leurs neveux. Dans un système matrilinéaire, ils ont déjà autorité sur ces neveux-là. Et les neveux, à l'âge de la puberté, passent par un rituel très sévère où on les formait à la guerre, où l'oncle maternel joue le rôle principal, et ce n'est pas le père. Alors, de là est venue l'idée, les Dannoji ont une organisation plus efficace parce qu'ils s'efforcent toujours de se marier selon la norme. Et la norme, cousin au premier degré, donne cette structure hiérarchique d'un grand-père qui est oncle maternel d'un gendre qui a peut-être 50 ans, etc., sur 3 générations. Et ces groupes-là sont capables d'agir, c'est pas énorme comme quantité de population, mais sont capables d'agir bien plus efficacement que les Tchécadiers. Mais il fallait que je montre que les Tchécadiers ne se conformaient pas systématiquement à la préférence pour le mariage avec la cousine croisée au premier degré.
Et c'est ce qui se passait. C'est pour ça que... Et là, c'est Salins dans Tribesmen qui m'a mis sur la voie en disant, dans ces systèmes-là, si tu te maries... if you spread alliances far and wide, you also spread them thin. Elles ne sont pas très solides. Si par exemple, moi, oui, je crois que je vais mieux prendre par exemple, à mon âge, j'ai un gendre, disons, de 50 ans. Mais lui, son oncle maternel, il vit dans un autre groupe. Alors, certainement, ce gendre est sous mon autorité et je peux lui demander de faire un coup avec moi. Mais si ce coup va à l'encontre des intérêts de son propre oncle maternel, le gendre va refuser ou va trouver un moyen de s'esquiver pour ne pas faire ce que je demande. Tandis que si mon gendre était le fils de ma sœur, je suis son oncle maternel, j'ai déjà autorité sur lui par ce seul fait-là, et il n'y a pas de dispersion de l'autorité. Ce qui fait qu'on peut faire un groupe avec un esprit de corps beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a laissé ses filles ou ses fils se marier à d'autres que ceux qu'il aurait fallu épouser, quoi. Alors, en gros, c'était ça comme contribution, c'est-à-dire que ça revient à dire que c'est toujours possible, quelles que soient les conditions de vie de l'humanité, d'avoir des sociétés inégalitaires, même en remontant loin dans les périodes archéologiques, car des différences de richesse peuvent, d'abord, même quand l'économie est très simple, il y a des lieux stratégiques qui produisent plus que d'autres. Ça vaut toujours le coup de s'y approprier. Aujourd'hui, nous, ça va être les mines, ça va être les rivières qui peuvent produire de l'hydroélectricité, etc. Dans le temps, quand c'est chasse et cueillette, c'était les lieux, par exemple, ça peut être les lieux où les animaux vont trouver du sel. Ça peut être les lieux comme... Et probablement dans toutes les sociétés synégétiques, les lieux où... Parce que la pêche est beaucoup plus stable que la chasse des mammifères, où on peut avoir du poisson qui nous sauve de la famine. Et là, c'était des goulets d'étranglement sur des lacs assez grands, et il n'y en avait pas partout. Donc ça valait le coup de se les approprier pour son propre usage, à l'exclusion de certains autres. Et alors... Quand c'est sorti, ça, la première fois, c'était en 84, je pense, ça a eu un impact. Il y a eu de gens qui travaillaient chez des pygmées, qui eux aussi sont présentés comme égalitaires, mais je me souviens que les articles que j'ai lus à cette époque-là montraient que la richesse, il y avait une différence de 1 à 10 entre les plus pauvres des pygmées et les plus riches des pygmées. Je sais qu'on emploie parfois aussi l'expression prince pygmée. Qu'est-ce que ça veut dire, ou jusqu'où ça va? Une archéologue française qui était fiancée à un prince pygmée, et qui est venu dans le Yukon d'ailleurs. Alors, ça a été la première contribution. La deuxième que ça a permis de faire aussi, c'était, on assumait jusqu'ici que, surtout les travaux de Hellman Service et Julian Stewart, Carney Rowe, June Helm, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient, quand elles étaient non conquises, non colonisées, étaient probablement toutes patrilinéaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un territoire à défendre et que c'est beaucoup plus facile, patrilinéaire et patrilocal, pardon. C'est beaucoup plus facile à un père et à un fils et peut-être un petit-fils à se regrouper, notre structure de la distribution de l'autorité, pour se regrouper comme groupe de défense d'un territoire donné. Un ensemble de grands-pères, un ensemble de leurs fils et un ensemble de leurs autres fils. Et là, le fait que les Tutchone étaient matrilinéaires et matrilocaux, avaient des territoires, m'a montré que non,
on peut avoir des bandes anciennes qui sont matrilocales et matrilinéaires, et que pour la défense du territoire, il n'y a pas de problème. Les neveux viennent rejoindre leur oncle maternel. La personne qui a de l'autorité, c'est toujours l'oncle maternel et non pas le père. Et donc, ça fait des groupes de défense qui sont aussi efficaces que des groupes père-fils, petit-fils. Ça a été publié, je pense, en 86, bande patrilocale dans le journal de la Société des Américanistes.